Rebonjour, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Écoutez, je propose d'enchaîner sur un deuxième sujet. On va parler scalabilité, on va parler coût d'acquisition, comment j'ai scalé sans faire exploser mes coûts d'acquisition. Et pour en parler, j'invite notre invité Olivier Goy, CEO d'October, à me rejoindre sur scène. Bonjour Olivier. October, vous connaissez peut-être aussi sous un autre nom, anciennement Lendix. Exactement, on s'est rebrandé, ce qui est toujours très compliqué. Mais en tout cas, nom très simple, October, pour ceux qui ne connaissaient pas encore. Et si on devait expliquer ce que fait October, anciennement Lendix, en quelques mots, ce serait quoi ces mots? Alors, on est un nouveau métier, on est ce qu'on appelle une plateforme de prêt aux PME, c'est-à-dire qu'on permet aux entreprises, aux TPE, PME, voire aux entreprises de taille intermédiaire, d'emprunter en direct de l'argent auprès de vous, investisseurs privés ou d'investisseurs institutionnels. Et ça, il faut savoir que c'est une énorme nouveauté parce que c'était strictement interdit comme activité jusqu'en octobre, vous avez compris notre nom d'ailleurs, 2014, puisqu'il y avait jusque-là en France un monopole bancaire très strict qui fait que prêter de l'argent était une activité totalement régulée, il fallait être une banque, tout simplement. En créant une plateforme, évidemment, l'ambition, c'est d'atteindre une scalabilité. Le cœur d'activité pour vous, c'est l'emprunt, en tout cas l'emprunteur, qui n'est pas un acteur facile. C'est quoi la conviction au départ quand tu as lancé, quand vous avez lancé October et anciennement Lendix? Alors effectivement, pour ceux ici qui sont peut-être dans les métiers de plateforme, vous savez, quand vous avez un métier de plateforme, vous avez un double problème en fait. Vous avez un problème de poule et d'œuf, c'est-à-dire qu'il faut trouver à la fois des emprunteurs et des prêteurs dans notre cas. Alors c'est vrai qu'avec la conjoncture que l'on a actuellement, paradoxalement, trouver des prêteurs est assez simple puisque les taux sont très bas, donc ils viennent assez naturellement. Et alors là, pour le coup, on ne dépense pas en euros en acquisition marketing sur le côté prêteur et tout notre focus est vraiment mis sur les entreprises. Donc c'est vraiment trouver des entreprises. Effectivement, on est de ce point de vue-là, côté commercial, un métier assez particulier, puisque paradoxalement, on va attirer un maximum d'entreprises, mais on ne peut pas toutes les accepter. Autant côté prêteur, n'importe qui d'entre vous, sauf si vous venez blanchir de l'argent ou si vous êtes un terroriste, assez peu probable, on va vous accepter comme client. À l'inverse, vous êtes une entreprise, il y a une forte probabilité finalement qu'on ne puisse pas vous prêter de l'argent parce qu'on pense que le risque n'est pas le bon. Donc ça, c'est l'énorme difficulté de notre métier, c'est à la fois de faire du bruit pour attirer des clients et en même temps ne pas pouvoir tous les accepter. Donc ça nous déchire le cœur en tant que commercial, mais c'est la réalité de notre métier au quotidien. C'était un peu un sujet du précédent échange, à savoir quand on se lance notamment, on a envie d'aller un peu sur toutes les verticales, en tout cas aller un peu partout et finalement la clé du succès c'est aussi de se fixer des limites et de se focus. C'est quoi les limites que vous êtes fixées avec October, en tout cas le cadre que vous êtes instauré pour justement pas dévier et pas vous perdre? Alors nous, la limite ultime, elle est très simple, c'est que si on présente sur la plateforme des entreprises qui n'ont pas la capacité de rembourser à la fin, on perd l'autre catégorie de clients qui aujourd'hui est assez simple à acquérir mais qu'on pourrait perdre très facilement, qui sont les prêteurs. Donc si on a trop de taux de défaut et si les gens qui viennent mettre leur épargne ne gagnent pas d'argent, c'est ça notre limite ultime. Donc c'est pour ça que pour être toujours conscient du risque et de comment il faut ouvrir le robinet, c'est-à-dire que ce qu'on appelle nous le deal flow, le flux des entreprises entrantes sur la plateforme, à combien doit-on en accepter? C'est aussi pour ça qu'on est, en tant que dirigeant, les premiers prêteurs sur la plateforme, justement pour bien qu'on soit toujours conscient du risque et de bien le calibrer. À partir de là, et c'est très vrai, on ne peut pas partir tous azimuts. C'est-à-dire qu'il faut bien... une des clés du succès dans notre métier, qu'on est côté sales, emprunteur, c'est de vraiment extrêmement bien cibler les canaux d'acquisition. C'est-à-dire que, par exemple, ça ne me sert à rien d'aller en face d'entrepreneurs qui sont en mode start-up pour leur dire « venez emprunter chez nous ». On ne sait pas prêter de l'argent à des entreprises qui n'en gagnent pas. Voilà, il faut le dire assez simplement. Donc, j'ai plutôt intérêt à aller cibler des TPE, PME traditionnels, dans des métiers pas forcément très glamour, mais qui gagnent de l'argent. Voilà, donc bien cibler ces canaux d'acquisition, c'est la première clé pour nous. Et justement, en parlant de canaux d'acquisition, j'ai envie de dire en tout cas, quels sont les enseignements que tu as fait au fil du temps pour bien cibler ces canaux d'acquisition, qui évidemment seront certainement différents pour vous, chez October, versus d'autres acteurs, mais comment est-ce que tu fais? Alors, déjà, effectivement, les canaux d'acquisition, on remarque une chose, c'est que malheureusement, faire une évangélisation très large et ceux qui viennent naturellement sur le site s'inscrire pour faire une demande de prêt, le taux de transformation est très très faible. Il faut être assez direct. Donc le meilleur moyen pour nous, c'est de trouver des partenaires qui relaient notre offre et qui comprennent ce que l'on fait, qui comprennent nos critères à l'avance. Donc c'est s'appuyer effectivement, animer un réseau B2B d'experts comptables, courtiers en financement, voire de fabricants de matériel qui ont besoin de financer leurs ventes. Voilà, c'est ça pour nous les bons canaux d'acquisition. Parce que l'idée aussi à la fin, c'est de ne pas frustrer les clients. C'est-à-dire que si vous avez un taux de refus qui est trop fort, vous allez frustrer par rapport à votre solution.
Mais l'autre chose, en revanche, que vous pouvez faire, c'est quand vous avez des prospects qui sont rentrés, vous leur avez dit non un moment, mais vous pouvez peut-être leur dire oui plus tard. Et ça, c'est un énorme travail que l'on fait, de retravailler notre base pour en permanence voir si les critères d'éligibilité changent et qu'on va pouvoir les accepter dans le futur. Et là, on a une chance peut-être que beaucoup d'entreprises n'ont pas, c'est quand quelqu'un vient faire une demande chez nous, contrairement à vous, un client qui laisse simplement son nom, son prénom, son email, nous, il nous laisse énormément d'informations. Il nous laisse ses comptes, ses liasses fiscales, ses comptes bancaires, une description de son business, beaucoup d'informations qui sont assez sensibles et confidentielles qui nous permettent de retravailler tout cela en permanence pour mieux le cibler dans le futur. Tu disais que les canaux, c'est un premier point. J'imagine que derrière ce premier point, il y a d'autres points. Ce serait quoi ces points Nous, alors, le sujet, c'est effectivement les canaux, c'est un premier point, mais après, il faut s'assurer effectivement que le bouche à oreille fonctionne aussi chez les clients. Et on se remarque aussi que nous, le bouche à oreille, c'est un des meilleurs canaux d'acquisition possible parce qu'on a des clients qui vont emprunter chez nous, qui savent pourquoi on leur a accordé un prêt et qui en parlent à des gens en conséquence. Et ça, effectivement, ensuite, il faut absolument le mesurer, la qualité de ce bouche à oreille. Et nous, on le mesure comment? On le mesure par une chose notamment, qui est le Net Promoter Score, tout simplement. C'est-à-dire que chaque emprunteur, on essaie de bien comprendre quel est son niveau de satisfaction avec notre expérience. Et là, on se met des contraintes effectivement très élevées pour qu'il soit totalement satisfait. Il faut qu'il voit une vraie différence par rapport à l'univers bancaire, ou au contraire, emprunter de l'argent est une expérience assez frustrante. On repart souvent avec son argent, mais avec un goût amer. Et nous, il faut que ce soit tout le contraire. Il faut que ce soit un enchantement de venir emprunter, ce qui n'est pas forcément évident parce que c'est vu comme une contrainte par les entrepreneurs. Je rappelle la thématique, comment j'ai scalé sans, on va dire, je cherche mes mots, je vais y arriver. Sans faire exploser mes coûts d'acquisition. Sans faire exploser, ouais. J'avais le mot exploser qui me revenait, je me suis dit mais qu'est-ce que je veux dire? Effectivement mes coûts d'acquisition, puisqu'effectivement quand on parle de scalabilité, on parle aussi de masse critique et très souvent la crainte de l'entrepreneur c'est de ne pas atteindre cette masse et d'investir beaucoup d'argent pour y arriver. Ce serait quoi tes conseils? Puis surtout quels sont les outils aujourd'hui à disposition qu'on peut utiliser pour justement ne pas trop investir d'argent et réussir à atteindre cette scalabilité? Alors nous, il y a deux choses. Alors, je vais dire, le Net Promoter Score qui est un outil très utile. Le deuxième outil qu'on aime beaucoup, c'est tout ce qui est SLA, Service Level Agreement. C'est-à-dire qu'on fait très attention et on a cette chance-là de pouvoir mesurer notre cycle de vente du moment où le prospect arrive sur le site jusqu'au moment où on lui accorde le prêt de manière extrêmement précise. Et ça, on est des obsédés chez October, effectivement, de mesurer chaque étape pour s'assurer que chaque étape est efficace. Et on revisite en permanence nos process. On a un Head of Process qui en permanence casse les process pour s'assurer qu'il n'y a jamais de goulot d'étranglement dans une demande de crédit. Et ça, c'est clé. Juste pour vous donner une idée, on a changé 30% des process depuis le début de l'année. Donc, on ne considère qu'on n'est jamais arrivé à quelque chose de satisfaisant. On l'améliore en permanence. Ça, c'est un outil qui est fantastique. Et si vous voulez avoir du bouche à oreille, si vous voulez changer l'expérience client, c'est clé d'avoir ça. La troisième chose qu'on fait, en plus du NPS et effectivement et des SLA, c'est tout ce qui est le travail autour de la donnée. Là, on a une chance extraordinaire, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'accumuler des millions de données, à la fois sur des entreprises auxquelles on a prêté, mais sur lesquelles on n'a pas prêté. Et ça, on a monté pour ça une équipe de data scientists à Amsterdam, dont le métier, c'est de tirer des corrélations. Parce que notre gros drame, c'est d'avoir dit non à des gens à qui on aurait dû dire oui. Et il y en a énormément, parce que vous ne savez pas comment ouvrir le robinet. Donc ça, c'est comment on pourrait dire oui plus souvent. Et ça, il n'y a qu'une introspection par la donnée qui nous permet de le dire. Et la deuxième chose, c'est les gens à qui on a dit oui, mais on aurait dû dire non. Et cela, ils frustrent énormément notre base de prêteurs, et nous au premier rang, parce qu'on est prêteurs sur tous les dossiers. Donc c'est tout ce travail sur la donnée qui est intéressant, de mesurer les Gini, les coefficients de corrélation qu'on a entre les données. Et là, ça, vous ne pouvez pas le faire a priori quand vous lancez une plateforme. Parce que quand vous lancez une plateforme, vous n'avez aucune donnée par définition, donc vous pouvez travailler que sur les process. Là, on rentre dans une étape passionnante dans la vie d'October, c'est après 4 ans, c'est qu'on a accumulé énormément de données sur 120 000 entreprises et on peut enfin faire ce travail sur la donnée. Et on ne pouvait pas le faire a priori parce qu'on n'a pas une population générale. Il faut connaître sa population particulière. Il y a forcément une sélection adverse quand vous faites ce métier. Donc il faut, tant que vous n'avez pas accumulé votre propre donnée, vous ne pouvez rien faire dans ce domaine. Pour la gestion de ces données, en tout cas l'analyse, quels sont les métiers et comment ça s'est structuré, j'ai envie de dire, parce que on parle de plus en plus effectivement de la science des données, mais ça fait aussi peur aux entreprises de taille plutôt petite qui disent mais en fait qui je recrute, qui est capable de le faire chez moi? Est-ce que tu as des conseils ou des enseignements là-dessus? Là, il faut, pour nous, la donnée est tellement clé que on est allé chercher les meilleurs. Là, on a construit l'équipe à Amsterdam parce qu'il se trouve qu'en Hollande, il y a beaucoup de gens qui
beaucoup de compétences sur ces domaines-là. On a pris des gens qui venaient dans le paiement de chez ADN, notamment, pour nous aider à monter cette équipe. Mais surtout, quand vous pensez à la donnée, il faut penser nativement à la donnée. C'est-à-dire que dès le premier jour, on avait cette conviction, et heureusement, ce qui nous a permis, dès le premier jour, de structurer la donnée de manière intelligente, la mettre dans un data lake, qui au début n'avait aucun intérêt parce qu'il n'y avait pas assez d'eau dans le lac, et maintenant devient quelque chose qui est une mine d'or pour nous. Quand on parle d'économie, très souvent, en tout cas, pour ne pas trop investir, quand on essaie d'atteindre la scalabilité, souvent, on n'investit pas dans des logiciels en se disant je les ferai moi-même. Vous voyez, en tout cas, tu vois où je veux en venir, mais toi qui utilises Salesforce, à tous les entrepreneurs qui diraient mais bon, la première économie que je vais faire, c'est de soit développer mon propre logiciel ou de passer par des choses moins coûteuses parce que Salesforce me semble cher. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi qui es passé aussi par différentes étapes, y compris des étapes de peu de maturité au début, de lancement. Attention, publicité. Publicité, mais prendre contexte. C'est bien amené, c'est bien amené. Non, effectivement, c'est évident. Il y a toujours, quand vous développez une entreprise, et pourtant on a une équipe tech importante, on a levé en tant qu'October 51 millions d'euros de fonds propres pour se développer, donc on a des moyens. C'est évident qu'on ne va pas réinventer un outil de CRM ou ce genre de choses. Donc bien évidemment, si on a des outils existants sur étagère, on les prend. En revanche, comme tout outil, je pense que quand on le prend brut, ça ne sert pas à grand-chose si on ne fait pas énormément de développement dessus et si on ne maîtrise pas. Alors là, notre conviction, c'est en interne, désolé pour les intégrateurs, en interne, la compétence pour faire des améliorations sur l'outil. L'exercice de synthèse que je vais imposer à tous les intervenants aujourd'hui, on a passé un petit quart d'heure ensemble. Si on devait résumer en peut-être pas 15 secondes, mais 30 secondes, tout ce qu'on s'est dit, comment j'ai scalé sans faire exploser mes coûts d'acquisition, ce serait quoi ces 3-4 points clés que tu partagerais avec nous ce matin? Moi, je vais surtout parler du seul business que je connais, qui est le business des plateformes. Quand vous avez un problème de pool et d'œufs, que vous montiez un site de rencontres, un site de petites annonces ou un site comme October, c'est finalement la même problématique. Trouver deux catégories de personnes différentes et en plus les faire grossir à la même vitesse. Donc je pense que si vous lancez dans ce type de business, ça ne sert à rien de se lancer si vous n'avez pas au moins résolu un des deux problèmes, sans quoi vous allez vous épuiser et disperser votre budget marketing. Et nous, on l'a vu effectivement dans ce métier des plateformes, on n'est pas du tout la seule plateforme à s'être lancée. Il y en avait 60 en France il y a 4 ans, il n'y en a plus que 4 qui tiennent à peu près la route et encore. Et ce qui a fait la différence, je pense pour October, et qui fait qu'aujourd'hui on est le leader en Europe continentale sur ce métier, c'est qu'on a résolu un des deux problèmes avant de commencer, le problème des prêteurs, pour se concentrer que sur un seul, qui est le problème des emprunteurs. Vous étiez 60, vous êtes 4, aujourd'hui vous êtes leader. C'est quoi les prochaines étapes pour vous? Nous, les prochaines étapes, alors on n'est pas que français, on est en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas. Et allez, je vous lâche un scoop qu'on va sortir le 1er juillet. On ouvre en Allemagne et notre CEO allemand est recruté. Voilà, vous avez un scoop pour Madines. Merci pour le scoop. Merci encore Olivier. Merci à vous. Merci à tous et très bonne journée. On se retrouve un peu plus tard. Moi je vous donne rendez-vous à 13h35 tapante pour la suite des échanges. À tout à l'heure.